Sommet et Collet, le balado du 1er février 2022, mois du défi 28 jours. On parle de Collet sans alcool et de rencontres au sommet avec l'ultra-marathonnier et comédien Patrice Godin. Sommet et Collet est une présentation de la bière Charles-Henri, une gamme de bières adaptée à tous les types de randonneurs, en collaboration avec Québec Aventure Plein Air et les parcs régionaux du Québec, l'autre réseau de parcs. Salut tribu des randonneurs, grand plaisir renouvelé de mois en mois d'être là avec toi pour partager autour de notre passion qui est la rando 5e, balado, sommet et collet. Je t'invite à m'écrire d'ailleurs si tu as des suggestions de toutes sortes, sujets, matériels, invités, peu importe, à alr@alexis-lerandonneur.com et je t'invite à t'abonner à mes médias sociaux, Facebook, Instagram et YouTube, facile, @Alexis le Randonneur. Certains m'ont écrit pour connaître l'arrivée de la marque Chlorophylle sur ma boutique randonneur.ca. C'est bien ce printemps que ça va se faire, mars ou avril environ. Je me promets de te tenir informé, mais tu vas le savoir facilement quand le temps va être venu parce que j'ai des médias sociaux. Donc, c'est là que ça se passe. Surveille ça car on va faire une belle sélection d'items pour les randonneurs spécialement, donc sur le site. Je vais pas m'éterniser longtemps en introduction. Je vais laisser plus de place cette fois-ci à notre invité qui a fait pas mal de route pour venir nous jaser en studio. Et franchement, je l'apprécie beaucoup. On va parler aujourd'hui avec mon invité de rando, de course, d'ultra trail. Donc, on reste dans le sentier et dans la montagne, bien évidemment. Le gars que j'ai devant moi a 53 ans. Habituellement, il me regarde avec des yeux. On commence pas une présentation avec ça, mais il est beau bonhomme. Il l'a dit lui-même aussi, il est plus en forme qu'à ses 20 ans. C'est un acteur fort de la présente génération. Il est partout, sur toutes les télés et bon, dans le fond, il n'y aurait pas besoin de présentation, mais je vais continuer pareil. Entre autres, il est l'homme qui aimait trop sur Nouveau actuellement. C'est aussi l'auteur de 5 livres. Dont le dernier titre chez Libre Expression est « Toutes les vies possibles ». Il est père de 3 filles, comme moi, ultramarathonien et porte-parole de la semaine pour un Québec sans tabac, l'ami Patrice Godin. Salut Pat. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Absolument. Vraiment, encore une fois, content que tu sois venu me rendre visite. Hey, très content de l'invitation. On va parler de pas mal de choses qui te font triper ce soir et qui font triper nos auditeurs. Oui. Avant même de commencer, écoute, comme on n'a pas notre brasseur aujourd'hui en studio, vous allez l'entendre tout de même, mais ça s'est fait à distance cette semaine pour des raisons évidemment de contexte sanitaire. Je vais te demander, Pat, d'ouvrir nos petites frettes ce soir, nos petits collets. D'abord, c'est la 28 jours, qui est un branding spécial de Le Bockel, la microbrasserie Le Bockel, pour le mois de février. Et l'autre mois que je vais goûter, c'est la Persévérance, qui est une rousse de cette même microbrasserie. D'ailleurs, vous entendrez tantôt Michael Jean nous parler de sa passion de brasseur et pas mal de businessman à la tête de la micro-brasserie. Excellente bière Merci. Que je bois régulièrement, d'ailleurs. Oui, parce que tu es un gars qui boit pas d'alcool. C'est récent, quand même. Ça fait 1 an et... récent. Ça fait un an et 4 mois ou 3 mois. Santé. Et ouais, c'est juste qu'à un moment donné, j'étais tanné. J'ai dit, OK, j'arrête, j'essaye. Puis je continue. Ça va bien. Ça s'est fait facilement. Oui, ça se fait relativement facilement. Je dis pas que je boirai plus jamais, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment envie. Puis je trouve qu'on a vraiment une très, très belle sélection de bières sans alcool au Québec. C'est ça qui est fantastique. Brasserie, ouais. Parce que là, quand on parle des bières industrielles, c'est moins intéressant dans le sans-alcool, là, même avec alcool aussi. Mais dans la microbrasserie, c'est hallucinant là, comment on a des belles choses. Puis le Bockel fait partie de mes favoris. Ouais, puis on se rapproche de plus en plus des goûts de bière avec alcool, parfois à s'y méprendre aussi. Puis on a toute une gamme allant de la stout à l'IPA, à la sûre, par exemple. Vraiment, on en a une gamme assez élaborée maintenant. Puis il y a quelque chose de là, je pourrais pas dire les termes techniques, mais il y a eu beaucoup d'articles dans le trail running, en tout cas dans le monde du trail running, sur la bière, les bienfaits de la bière après un
Activité sportive. Une activité d'endurance, d'extrême endurance, que la bière était très bonne pour la récupération, mais la bière sans alcool, parce que l'alcool annule l'effet positif de ce qu'il y a dans la bière sans alcool qui va aider. Alors, je fais comme un peu une pierre deux coups en prenant de la bière sans alcool. Une bonne chose. Alors, à ta santé encore une fois. Écoute, t'as raconté souvent dans le cadre de la semaine contre le tabagisme, entre autres, là, comment t'as débuté la course. Oui. Mais pour nos fidèles, j'aimerais ça quand même que tu nous fasses un petit wrap-up là de comment c'est arrivé ça dans ta vie. Je dirais même carrément pratiquement l'activité sportive, je me trompe-tu? En fait, moi, j'ai grandi au Lac-Saint-Joseph, en banlieue de Québec. Donc, j'ai vraiment grandi dans la nature. J'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de l'été de ski nautique, de planche à voile. J'ai enseigné la planche à voile pendant un été. Je faisais vraiment beaucoup de ski nautique, planche à voile, natation. L'hiver, c'était du ski de fond, de la raquette. Même si j'aimais moins ça, là, le ski de fond quand j'avais 10, 11, 12 ans. Un peu de ski alpin aussi. J'étais vraiment... je me promenais beaucoup dans le bois avec mes chiens. Ma carabine à plomb dans les années 80. C'était comme moins élevé qu'aujourd'hui, là. Mais la carabine à plomb qui était quand même répandue en région. En région, les kids, je pense que ça existe encore, là, oui, mais c'est vraiment, puis c'est correct, là, tu sais, je veux dire, c'était pas, on faisait pas de mal à personne avec ça, là. Un amusement. On s'amusait, puis on tirait sur des canettes, puis Bref, c'est ça, tu sais, j'ai vraiment grandi dans la nature, puis après ça, quand je suis arrivé à Montréal pour les études, pour étudier à l'École nationale de théâtre, j'ai un peu mis tout ça de côté. Et à la mi-trentaine, avec mes enfants, mes deux premières filles qui sont venues au monde en 2004 et 2000... non, là, je me... Quand on cherche comme ça, c'est parce qu'on vieillit, je suis pareil. Hein? Mais en tout cas, début des années 2002, 2004. Voilà. En 2002, Julia, 2004, Simone. Et c'est ça, j'ai comme... je me sentais, j'étais à la mi-trentaine, puis je me sentais sur la pente descendante. Je trouvais que je commençais à être moins en forme, puis à prendre du poids. Je fumais encore, mais je voulais justement arrêter depuis plusieurs années. Puis avec la venue de mes filles, c'était comme, OK, là, faut vraiment que j'enclenche le processus très sérieusement. Mais j'y arrivais pas. Et j'ai commencé en 2005. Mais tu dis ça, je t'arrête. Tu dis à cause de la venue de mes filles, parce que tu voulais être en forme pour elles. Oui, je voulais être en forme pour elles, puis je voulais aussi. Oui, puis tu sais, à un moment donné, tu prends. Avant, j'étais jeune, je faisais le party, je fumais. Ça avait pas d'incidence sur moi, tu sais. À un moment donné, tu t'en rends pas trop compte, puis tu te mets à tousser, tu pompes l'air quand tu montes l'escalier, t'as chaud à rien. Mais bon, c'est juste moi, puis ça va passer ou c'est correct. Tu veux pas réaliser que t'es dans le déni même un peu. Ben oui, c'est ça. T'sais. Et là, vraiment, ça m'a comme frappé. Puis particulièrement en 2005, au mois de mai, au printemps, Simone venait d'avoir 1 an. Puis je me suis vu un matin dans le miroir, puis j'ai fait OK. J'étais dans une période entre 2 contrats, je travaillais un peu moins. Puis j'ai comme fait OK, ça va pas, là, faut que je me reprenne en main. Ça fait que j'ai commencé à courir à ce moment-là avec Simone dans le jogger. On partait le matin. Je restais à Montréal, fait que je faisais le jardin botanique, le parc Maisonneuve. Puis très rapidement, ça a été tous les matins, beau temps, mauvais temps, j'avais le jogger, j'installais Simone là-dedans, puis on partait. Puis j'ai fait, au début, c'était 20 minutes, une demi-heure de course, 45 minutes. Et tu partais avec des trucs ou carrément comme ça? Je partais, écoute, je courais avec des grosses, des Bermudas en coton de Gap, puis des running de base, là, des vieux running que j'avais. J'étais pas... Puis c'était vraiment juste pour me remettre en forme, perdre du poids, essayer de diminuer la cigarette pour éventuellement arrêter. Et j'ai vraiment... puis ça faisait plusieurs fois que je commençais à courir, tout ça, mais là, cette fois-là, il y a vraiment eu un gros déclic qui s'est fait. Puis le plaisir de courir a vraiment embarqué cette année-là, cet été-là. Et l'année suivante, j'ai fait une série sur la boxe, le 7e round, où on a dû s'entraîner pas mal. Et à partir du mois de mars 2006. Et comme j'avais commencé à courir, j'avais continué quand même à entretenir une discipline de course. Quand je suis arrivé pour l'audition, puis quand je suis arrivé avec que j'ai eu le rôle, puis j'ai commencé à m'entraîner, j'étais déjà plus en forme que j'aurais pas eu le rôle un an avant. Là, j'étais pas. T'avais déjà une bonne base. J'avais une base qui s'était installée. Puis là, quand on s'est entraîné fort comme ça,
très intensément, à raison quasiment de 4 heures par jour, 6 jours par semaine, j'ai vraiment pogné de quoi d'aimer cette espèce d'adrénaline, de me dépasser, puis de me pousser, puis Et après ça, quand la série s'est pas refaite, ben à partir de 2008, j'ai fait OK, là c'est la course. J'ai découvert qu'il existait des 100 000, des courses de 160 km que je savais pas du tout. Et là, ça m'a frappé. Puis je voulais courir en sentier, je voulais courir dans le bois. On s'est installé sur la rive sud, à Longueuil d'abord, maintenant à Boucherville, et le Mont-Saint-Bruno était pas loin. Ça t'a ramené au bois, ça t'a ramené m'a ramené à quelque chose que j'avais mis de côté en arrivant à Montréal à 20 ans. Là, je change de vie, je fais ma vie, puis je deviens urbain, alors que c'est quelque chose que j'ai pas éteint, mais sur lequel j'avais mis un couvercle, puis le couvercle a sauté, puis là, je suis comme, je veux être dans le bois tout le temps, je veux partir dans les montagnes. J'ai commencé à chasser, je m'intéresse bon, j'ai fait de la série Survivaliste, je m'intéresse à la survie dans une optique pas de fin du monde, mais juste comme c'est intéressant, puis c'est important de savoir se débrouiller avec peu, parce qu'on sait pas qu'est-ce qui peut arriver en rando, tu le sais aussi, tu sais, faut quand même avoir des... ça prend quand même certaines techniques de base, certaines informations, en tout cas, ça, j'ai eu l'occasion d'en jaser souvent avec Frédéric Dion, que tu connais peut-être aussi, notre aventurier, puis c'est évident, il y a tellement d'histoires qu'on entend chaque année, ils ont fait même des émissions avec ça. Ben oui, c'est clair, puis tu sais, on va toujours apprendre là-dessus, là, c'est sans fin, parce que on apprend plein de choses intéressantes, puis plein de techniques, puis les plantes aussi là-bas, comment se débrouiller. Ben, je veux dire, c'est sans fin. Et là, donc tu t'es mis à la course plus sérieusement, disons-le comme ça. À partir de 2008. Et là, par contre, est-ce que ça chamboule un peu le milieu familial, parce que c'est quand même pas mal d'heures de course, de sortie? Ben en fait, quand j'ai commencé à courir, puis que ma blonde, elle savait que je voulais m'en aller vers des ultra-trails, tout ça. D'abord, j'ai un horaire comme acteur qui est assez atypique. Donc, j'ai pas un boulot de 9 à 5. Fait que mes horaires ils sont jamais les mêmes. Fait que j'étais beaucoup là pour les filles. Je suis encore beaucoup là, mais je parle au passé, mais ils étaient tout petites. Et j'allais les reconduire. Quand je travaillais pas, ben j'allais les reconduire à la garderie. Puis là, j'allais m'entraîner, j'allais courir, j'allais au Mont-Saint-Bruno. J'ai commencé le plus souvent possible. Je faisais Longueuil, Montréal ou Boucherville, Montréal, aller-retour pour aller travailler au printemps, à l'été. Parce que puis là, ça me donnait c'était à peu près de Boucherville à TVA, ça me donne à peu près 16 kilos, tu sais. Fait que je faisais ça aller-retour. Puis ça me gardait, tu sais, ça me faisait un beau kilométrage dans ma journée coupé en deux. Fait que j'arrivais comme ça à instaurer des bons blocs d'entraînement. Puis c'est là que j'ai commencé aussi, j'avais promis à Nathalie, ma blonde, de pas chambouler la vie familiale. Donc la fin de semaine, ben je me levais à 4 heures du matin. Puis j'allais faire mes courses très tôt le matin. Fait que je partais, dans ce temps-là, on était à Longueuil. Fait que je partais, mettons, vers 4h30, 5h, puis je m'en allais courir au parc régional, je faisais un grand bouge. Des fois, j'allais à Montréal par le pont, je revenais. Puis je revenais à la maison à 7h30, 8h, les petites se levaient, on déjeunait, on avait la journée ensemble. Encore la journée, c'est ça. C'est ça. Fait que t'as pas l'impression de les amputer de ta présence. D'ailleurs, c'est pas une habitude que t'as gardée, ça, pour l'écriture aussi? Ben là, l'écriture, oui, c'est ça. L'écriture se fait de la même façon que je m'entraînais pour la course. Donc, tôt le matin. Tôt le matin. Puis des fois, en tournage, c'est sûr que souvent, les tournages commencent très tôt le matin. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime ça. J'ai toujours aimé ça, même quand j'étais jeune. C'est que me lever tôt le matin, j'aimais ça. C'était plus dur à cette époque-là, mais c'est quelque chose que j'aime faire. Puis je l'ai... quand je vais tourner, si je commence à 8 heures, ben souvent, j'ai des grosses journées. Ben je faisais, OK, ben je me lève à 4, je m'habille, je vais courir, je fais un 10 km, 1 heure, 10-12 km pendant 1 heure, je reviens, je prends ma douche, je m'habille, puis je m'en vais travailler, tu sais. Fait que ça, c'est là que ça se faisait, là. Sinon, c'est impossible. Quand tu cours, ben comme tu le mentionnais, t'aimes beaucoup la course de sentier, donc le bois. Il y a beaucoup de randonneurs qui passent à la course
aussi éventuellement la course en sentier parce qu'ils veulent accélérer ou augmenter leur performance, ou au fast packing, voire au fast packing. Toi, à l'inverse, est-ce que t'es passé à la rando vraiment maintenant ou t'en as toujours fait un peu? Je dirais que ça a toujours été le désir d'en faire. Là, je me penche vers mais je vais tranquillement vers la randonnée. Ça m'intéresse de plus en plus. Je trouve ça un petit peu plus difficile dans la mesure justement familiale. Parce que là, bon, c'est sûr que là, mes filles grandissent, mais de dire je pars 3-4 jours puis je quitte. Ouais. Tu sais, c'est une autre paire de manches avec la famille. Là. C'est sûr que là, mais j'ai une fille qui a presque 20 ans, presque 18, une de 13, donc tu sais, c'est plus facile pour ma blonde parce que elle se retrouve pas toute seule avec les 3 filles, là, à s'occuper des 3 enfants. Mais ça reste que je pars pendant une couple de jours. C'est quelque chose que vous pourriez envisager en famille? Y a-t-il un intérêt de la part? Ma blonde aimerait bien ça. Ma blonde a juste des problèmes avec ses genoux. Ça fait que là, on essaie de régler ça parce que quand on va monter la montagne, ça va relativement bien, mais la descente est terrible pour elle. Là. Tu sais, je l'ai fait des petites randonnées, là, puis j'ai vu, c'est terrible. Pas de fun. Moi, je vais te dire, j'ai un de mes amis qui avait comme ça beaucoup de difficultés à descendre, mais qui a vraiment persévéré, puis ses problèmes de genoux, ils ont fini par disparaître avec l'entraînement. Des fois, ils disent que c'est pas facile, là. Je dis pas non, c'est pas facile, mais là, elle a des bâtons, ça va déjà mieux, là, tu sais, à s'habituer avec les pôles, puis tout ça. Fait que, éventuellement, oui, on pourrait le faire. C'est sûr que moi, je vais avoir un côté, tu sais, d'être vraiment dans la nature, dans le sauvage, dormir dans une tente, une place, tout avec très peu d'affaires. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, c'est pas nécessairement tout le monde. Je pense que mes filles seraient moins hot pour l'instant. Ils sont moins plein air. Ils ont été moins plein air? Pas qu'ils sont moins plein air, mais ces affaires-là, ils adorent être sur le bord de la mer, sur le bord d'un lac, dans les montagnes. Ils aiment ça, mais ils vont moins être. Tu sais, ils ont besoin d'un confort un peu moins plus aventureuse, un peu poussé, là. Tu sais. Ben écoute, je vais te laisser une petite pause. Moi, je vais passer à la présentation du parc régional du mois. C'est la vallée Bras-du-Nord. Ce mois-ci, je suis allé en hiver et en été. C'est un endroit fantastique pour le dépaysement, pour la course en sentier, le vélo de montagne, la rando, l'escalade de glace, fat bike, ski hock. Je sais pas si vous connaissez, c'est un ski raquette, autrement dit. Un ski très large. Il y a le ski de randonnée aussi qui est de plus en plus populaire si vous voulez monter là avec des pots, mais ça se fait même de façon guidée dans certains cas. Mettez sur votre liste de destination Vallée-Bras-du-Nord, c'est à voir absolument. Au Québec, on peut même avec des partenaires là-bas aussi faire du traîneau à chien qui est une autre belle expérience que j'ai fait, que je vous suggère fortement. De l'équitation également et des forfaits qui sont disponibles pour les amateurs. Précisément, côté rando, le territoire de la Vallée-Bras-du-Nord, ça représente un des plus vastes réseaux de sentiers pédestres de la province. Ce qui est cool, c'est qu'on peut faire autant de la courte que de la longue randonnée et été comme hiver, les refuges sont disponibles. Donc, il y a plusieurs points de vue aussi imprenables, je dirais, tout au long des sentiers. Si tu cherches la paix, là, tu risques de la trouver. On parle de 80 km de sentiers aménagés, balisés et de tous les niveaux. Le niveau facile, intermédiaire, jusqu'à difficile. Je parlais des refuges, il y en a 8 qui sont dispersés sur le territoire et plusieurs autres types d'hébergements comme des chalets, yourtes, camping, auberges et hôtels. Et le tarif, encore une fois, ce qui est pas mal cool de plusieurs parcs régionaux, c'est que c'est assez bas les accès journaliers. On parle de 6,30 par jour en semaine, ce qui est hyper raisonnable, et 8,50 le vendredi et la fin de semaine. Et en te rendant, inévitablement, tu vas passer devant la micro de la place. C'est le Roquemont Restaurant et Microbrasserie. Il y a toujours 8 à 10 bières qui roulent pendant l'année. Rousse, Nepa, IPA, New England IPA, Stout, Ale, Sur. Il y en a vraiment pour tous les types d'amateurs. Et justement, de l'autre côté de la pub, on continue de parler bière avec notre segment Collet avec le Bocale. Sommet et Collet vous est présenté grâce à la bière Charles Henry. Fièrement brassée dans les sacs à dos partout au Québec. Et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec.
Très heureux de le recevoir parce qu'on parle beaucoup et de plus en plus de bières sans alcool, de bières tout de même rafraîchissantes et de plus en plus goûteuses. Hein. On se rapproche à s'y méprendre des bières avec alcool. Le PDG de la microbrasserie Le Bockel, Michael Jean. Salut Michael. Salut, ça va bien? Oui, très bien. Content de t'avoir exceptionnellement au bout du fil. La COVID ne simplifie pas les choses, mais j'ai tout de même reçu de ta gang 6 bières que j'ai devant moi, qu'on va pouvoir aussi jaser tantôt. Ça va pouvoir nous les décrire un peu. Mais toi, parlons de toi. T'es brasseur depuis quand? Dans le fond, j'ai commencé la brasserie en 2015. À ce moment-là, j'avais jamais brassé de bière encore. Ben, j'en ai brassé 1 an et demi avant pour le temps de démarrer le projet, faire le plan d'affaires. Dans ton garage. Dans le garage, exactement. Moi, au départ, j'ai fait une évaluation psychométrique à mon ancien job, puis ça me disait toujours que j'étais plus un entrepreneur qu'un employé. Fait que ça m'a fait prendre conscience que je devais retourner vers l'entrepreneuriat. Puis j'ai cherché un milieu qui avait l'air à être le fun, dynamique, dans lequel aussi je pourrais retrouver un peu de créativité parce que malgré le fait que je sois, oui, entrepreneur, j'aime mettre ma créativité de l'avant. Puis le domaine de la microbrasserie m'interpellait. J'aimais beaucoup la bière de micro. J'en consommais, mais je n'avais jamais fabriqué. Fait que là, en même temps que faire un plan d'affaires, j'ai appris à fabriquer. Ce qui fait que je suis probablement pas le meilleur brasseur au monde. Je connais assez ça pour être capable de challenger toute mon équipe. Ouais. Puis j'aime beaucoup le R&D, là, effectivement, mais... Il y a d'autres aspects de la business qui t'attirent, puis dans lesquels, ben, évidemment, tu te mêles beaucoup. Mais c'est drôle parce qu'il n'y a pas beaucoup, justement, d'actionnaires, ou en tout cas, je dirais de propriétaires de microbrasseries, en tout cas pour les fondateurs qui sont pas de réels brasseurs, ou en tout cas qui n'ont pas brassé plusieurs années auparavant, et toi, c'est ton cas. Oui, effectivement, c'est un peu un parcours atypique dans le milieu de la microbrasserie. Puis, faut que je l'avoue, tu sais, les premières années, tu as comme un peu peur de le dire parce que tu as un sentiment d'imposteur. Puis les gens te voient, tu sais, ouais, c'est pas un vrai passionné. Tout ce qu'il veut, c'est faire de l'argent. Tu sais, c'est certain que le côté money maker, il est toujours là pour tout le monde. On peut pas se cacher. Là. C'est une entreprise. Ouais, exactement. Moi, ce que je pense, c'est qu'on est peut-être pas tous honnêtes à ce sujet-là, même envers nous-mêmes. Ouais. Mais je cache pas le plaisir du R&D derrière tout ce qui se passe là. J'aime essayer de faire des choses qui sont différentes ou qui n'existent pas. Puis c'est ça, ça me challenge. Autant dans le milieu des affaires, dans nos façons de faire, que dans le produit. Fait que c'est ce qui m'a amené. Puis c'est ce qui me passionne, puis qui fait que la job aujourd'hui, le Bockel, ce qu'on a créé, c'est trippant de venir travailler le matin. Là, c'est ça. L'idée, comme tu le mentionnes, c'est, j'imagine, en tout cas, de t'entourer des meilleurs, ou en tout cas le plus possible d'aller chercher les meilleurs, justement, pour amener un produit en tablette qui va être le plus possible exceptionnel. C'est à peu près ça. On essaie toujours d'avoir les meilleures ressources possibles. Aujourd'hui, avec la rareté de main-d'œuvre, c'est plus en plus difficile, mais je pense on commence à avoir une certaine attractivité pour les bonnes personnes d'expérience, puis on augmente notre niveau d'expertise à chaque année. Comment tu décrirais, Michael, le Bockel, la microbrasserie, d'où elle est partie, puis ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Comment tu la classes? Moi, je nous vois comme les pionniers du domaine sans alcool, du moins au Québec puis au Canada. Notre vecteur, notre dicton, c'est de créer les meilleurs produits sans alcool au goût unique. C'est ce qu'on cherche à faire, c'est ce qu'on véhicule tous les jours. Au niveau de nos valeurs, là, le dynamisme est extrêmement important. On se voit comme une microbrasserie extrêmement agile dans nos façons de faire, à repenser les concepts, à essayer de faire des nouvelles choses. On veut amener aussi, puis on le vit à l'interne, là, le côté d'authenticité très, très fort. Fait que c'est une gestion proche des gens qu'on a. À l'interne, mais on espère aussi être aussi proche de notre client puis essayer de lui servir le produit qui est le plus authentique possible face
à la microbrasserie dans le sans-alcool. Vous êtes à peu près partout en épicerie ou en tout cas en boutique spécialisée, sinon à travers la province maintenant. Et on a entendu justement parler beaucoup de la micro à cause de vos bières sans alcool. Et là, il y en a une panoplie. Maintenant, parle-moi un petit peu de vos dernières créations. C'est quoi la philosophie derrière? Ben, les dernières qui ont vraiment bien fonctionné, là, la Météorite puis la Aurora, qui sont 2 bières plus fruitées. On a vraiment tapé dans le mille l'été passé avec ça. La Météorite qui s'est avérée une bière litchi et clémentine, devenir instantanément quasiment un aussi bon vendeur que notre découverte qui est là depuis plusieurs années. Puis la Aurora a remporté quand même une coupe de prix, dont le World Beer Award. Donc, le côté fruité, les gens le cherchaient beaucoup. Puis le petit côté sûr aussi qu'on est allé chercher avec la Aurora. Fait que, il y avait un manque de ce côté-là. Et puis là, on commence à voir plusieurs autres microbrasseries qui font du sans-alcool qui se tournent un peu vers le côté fruité aussi. Est-ce que tu dirais que les buveurs de bière sans alcool, c'est le même profil ou on va vraiment chercher un profil de buveur complètement différent? Je dirais c'est un profil très similaire. Le buveur de bière de microbrasserie, c'est un amateur de goût avant tout. Puis notre consommateur aussi. C'est là qu'il vient vraiment proche un de l'autre. On a comme des consommateurs qui sont plus puristes, un peu, on va dire, au niveau de la santé. Fait qu'ils vont venir, ils vont consommer plus de bière sans alcool que de bière avec alcool. Mais les consommateurs de bière de microbrasserie qui veulent se permettre une plus longue dégustation sans les effets vont venir chercher une bière avec alcool, une bière sans alcool, une bière avec alcool, puis ils vont alterner pour allonger leur plaisir, puis finalement en avoir autant de plaisir que ce soit avec ou sans alcool. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Les buveurs de bière de micro, c'est le goût d'abord, et pour en côtoyer beaucoup avec la randonnée, on en voit de plus en plus. Ça s'est intégré aussi au fil du temps à travers Alexis le randonneur. Il y a de plus en plus de buveurs de bière d'après-rando, un peu comme faisaient les classiques cyclistes. Là, c'était la bière après la randonnée à vélo, mais c'est la même chose dans notre cas en randonnée pédestre, puis dans beaucoup de sports de toute façon. Et la bière sans alcool vient vraiment bien s'inscrire là-dedans. Parle-moi donc un petit peu des autres bières. Là, j'ai la Trou Noir devant moi, qui est une stout, celle-là. Oui. La Trou Noir, c'est un stout café torréfié un peu expresso. C'est une bière qui est quand même avec une grande buvabilité. On parle pas d'une bière qui est avec un corps extrême, là, comme une pastry stout. C'est plus une dry stout. Et puis ça se rapproche des noirs plus sèches, là, on va dire. Là. Et ensuite, là, on est dans l'espace, hein, avec vos noms puis avec vos brandings, là. Ouais. La persévérance qui est bien à la mode, là. Persévérance, il faut... Le pourquoi c'est dans l'espace, tout notre branding, ça t'intéresse un peu que je t'explique pourquoi ça vient de là? Absolument, c'est la question qui suivait. Ah, OK. Mais je vais te parler de la persévérance. Persévérance, c'est une rousse. Je suis beaucoup les nouvelles spatiales, ça m'intéresse, ça m'interpelle, puis parce que le branding aussi tourne autour. Ouais. Mais quand on a vu passer Persévérance en même temps que le développement de notre rousse, Mars, on s'est dit tabarouette, c'est le meilleur mix. Il y a un fit là. Puis dans le domaine du sans-alcool, il a fallu en avoir pas mal pour réussir à arriver là où on est aujourd'hui. On a quand même tapé une bonne trail là aujourd'hui, tu sais, ça va mieux pour les niveaux qui arrivent, mais c'est un peu comme la microbrasserie il y a de cela 15 ans. Ceux qui étaient là au début ont dû taper une trail qui aujourd'hui est plus facile à suivre pour tout le monde. Ouais, parce que c'est pas les mêmes techniques complètement de brassage, hein. Ah non, c'est ça, c'est carrément différent. Puis il y a aussi le marché qui était pas prêt. Les marchands voulaient pas nécessairement en avoir beaucoup sur leur tablette. Puis si vous allez aujourd'hui dans les détaillants spécialisés ou au GE et Métro, c'est incroyable le nombre d'offres qu'il y a de différentes bières de microbrasseries sans alcool ou de cidre ou de vin ou de gin. C'est incroyable. Et là, la Trou Noir, Persévérance, et on passe à la 28 jours sans alcool. 28 jours sans alcool, étant donné qu'on est associé avec la Fondation Jean Lapointe depuis plusieurs années, cette année, on s'est dit qu'on allait redesigner une étiquette pour un temps limité de notre découverte. Et puis, on l'a fait aux couleurs du 28 jours.
pour encourager les gens à s'inscrire dans le défi 28 jours puis à soutenir la cause de la Fondation Jean Lapointe, qui est en fait d'éduquer les jeunes sur les problèmes liés à la dépendance, mais aussi comment ne pas se rendre dans des problèmes de dépendance. Donc, c'est carrément la découverte qui est designée pour un temps limité. OK. Et ça, c'est une India Pale Ale? C'est une IPA. C'est notre IPA qu'on a sorti en premier. OK. Et donc, la Aurora, on en a parlé. Et l'autre, c'est je sais même pas comment tu la prononces, mais la Berliner Sonne, c'est ça? C'est un nom allemand, c'est la Berliner Sonne, ce qui veut dire soleil de Berlin. Donc, c'est une petite sûre citronnée qu'on a sorti. Puis ça, c'est une belle bière estivale, puis aussi une belle base pour faire différents cocktails. Une sûre, pas trop sûre, quand même un petit peu poirée, je dirais, comme bière. Fait que c'est une super bonne sûre de base. Puis c'est aussi une des bases qu'on s'est servi pour créer la Aurora. Ah oui, OK. Par la suite. Donc ça arrive à l'occasion. Écoute, le temps file déjà. Dis-moi, comment tu vois un peu l'évolution du marché justement de la bière sans alcool, entre autres au Québec, sans peut-être révéler tes secrets de recherche là? Ben, le marché de la bière sans alcool continue à prendre de plus en plus de place, un peu comme le marché de la bière de microbrasserie et ses produits. Ça s'est mis à pulluler le nombre de bières différentes. Il va en avoir encore pour un certain temps, mais on va arriver à une certaine saturation de tablettes chez certains marchands. C'est sûr que là, on a 2 à 3 portes qui vont s'ouvrir par marchand, mais un coup que ces 3 portes-là vont être ouvertes, on va se retrouver plusieurs sur les tablettes. Donc, seulement ceux qui vont produire de la qualité puis qui vont répondre aux besoins de ces détaillants-là vont garder leur place, et aussi ceux qui vont continuer à innover parce que on le sait, notre client, c'est un peu le même que la microbrasserie, donc il recherche de la nouveauté, il recherche des nouveaux goûts, donc on va devoir lui en fournir. Fait que les personnes les microbrasseries qui vont innover le plus vont se retrouver à garder des places, mais toujours en gardant un aspect qualité extrêmement important, puis un aspect de capacité de livraison aussi. Oui, c'est ça, parce qu'il faut se le dire, là, la capacité tablette, elle est limitée quand même. Est-ce que déjà tu ressens, est-ce qu'il y a une guerre un peu pour la tablette, comme ça se fait dans d'autres cas? Oui, hein? Ah oui, c'est sûr. Puis on est tous des microbrasseries, mais faut pas se cacher puis faut pas se leurrer. Là, il y en a des guerres entre les microbrasseries sur les tablettes actuellement qui sont quand même très importantes. On va voir au cours des prochaines années peut-être une dizaine de microbrasseries émerger avec plus de poignes, autant au niveau de la solidité, au niveau de l'équipe qu'ils vont mettre en place, au niveau des techniques de vente ou ils vont grossir ces microbrasseries-là, tandis que d'autres vont rester plus petites. Fait que il va en avoir une couple qui vont émerger, puis les autres vont soit rester plus petites ou ça va être plus difficile pour ceux qui vont vouloir être sur les tablettes. Il y a beaucoup plus de place au pub que des microbrasseries pour être en tablette. Ouais, c'est ça. Donc il y a une certaine épuration qui va se faire, je dirais pas naturellement là, c'est souvent avec l'huile de bras, mais effectivement là, il y a les meilleurs prendront le dessus, ils prendront les tablettes. C'est pas mal ça. Ben écoute, Michael, merci beaucoup d'avoir participé à notre segment collet d'Alexis le randonneur sur notre balado. Je te remercie beaucoup. C'est bien intéressant d'avoir le point de vue peut-être plus d'un dirigeant parce qu'on avait reçu un petit peu plus de brasseurs depuis le début de la saison, mais d'avoir le point de vue un peu plus business, je trouve ça pas mal le fun. Merci encore. Bien apprécié, merci. Salut. Patrice, on continue notre conversation. On va jaser de Rencontre au sommet, qui est ton show sur Évasion, qui reprend du service le 6 avril prochain pour une deuxième saison. J'aimerais ça juste savoir comment le projet s'est présenté à toi. Ben écoute, c'est vraiment avec la maison de production puis la gang de survivalistes, la série que j'ai faite juste avant qu'on tombe en pandémie mondiale. C'était ma première expérience comme animateur, puis j'ai vraiment trippé, j'ai beaucoup appris. Félix Trépanier, le réalisateur que tu connais, il est devenu mon ami, mais c'est aussi mon coach, puis c'est lui qui me dirige vers le métier d'animateur que j'ai jamais fait. Et on voulait travailler ensemble, on cherchait des projets, et cette série-là a été proposée, et ils ont fait, ça serait
une belle série pour Patrice parce que c'est un peu son univers. Ouais. Et j'ai sauté là-dedans à pieds joints. Pour moi, c'est vraiment le bonheur de faire ça. Là. Ça me permet moi-même de découvrir. Parce que j'ai fait des courses un peu au Québec, mais autour de Montréal. Bon, Mont-Tremblant, Offer, tout ça, je connais cette région-là. Mais j'ai pas fait tant de courses au Québec que ça. Donc j'étais jamais allé. J'ai fait un peu de rando à Charlevoix avant, mais là, j'ai découvert Charlevoix. En Gaspésie, j'étais jamais vraiment allé. J'étais allé en tournée au théâtre, puis vraiment comme on passe là, puis on repart. Et là, j'ai découvert, j'ai vraiment eu quelque chose, parce que la saison 2 se passe en Gaspésie. Oui, c'est ça. Et c'est là, tu t'es aventuré davantage dans l'arrière-pays, sur les sommets, dans les chic-chocs. Dans les chic-chocs, c'est fou comment c'est beau. Moi, on pouvait pas faire le Mont-Albert pour des raisons de drone. Parce que quand on est allé, c'était à l'automne. En septembre, il y a beaucoup de caribous. Ouais, ils veulent pas les déranger. Et c'est ça, ils veulent pas déranger la faune avec les drones. Fait que dans les endroits comme ça où il y avait peut-être risque de déranger les animaux, on n'avait pas accès avec le tournage parce que si on fait cette série-là puis qu'on peut pas filmer des plans aériens, on perd pas mal de c'est assez payant visuel. Ces plans-là, évidemment, pour le show. C'est ce qu'on veut voir. Puis ça nous permet d'avoir un point de vue qu'on n'a à peu près jamais sinon. C'est primordial là, pour qu'on ait une idée de l'immensité puis de la beauté de la chose. Donc, moi, j'ai fait le Mont-Albert. Je l'ai fait à la course parce qu'on était au refuge au gîte du Mont-Albert. Donc, j'ai traversé la rue puis je suis parti avant que l'équipe arrive. J'étais allé faire ça à la course, puis déjà là, j'ai capoté. Là. J'ai fait, voyons. Ça grimpe vite, là. Là, t'as une vue rapidement. Puis là, t'es en haut, là, t'es sur le plateau, puis c'était dans la brume, il pleuvait, c'était magnifique. Puis après ça, quand les invités sont arrivés, on a entrepris le tournage, et chaque montagne, c'était une découverte, puis ça a ses attraits. C'était magique, c'était magnifique. Je veux juste revenir, avant qu'on ait un petit peu plus en détail, justement, dans la saison 2, comment tu le files, le métier d'animateur? Comment tu le vois? Comment tu te perçois, toi, comme animateur? Ou comment tu perçois un peu ton rôle là-dedans? Moi, c'est sûr que j'apprends ce métier-là. Puis j'aime ça apprendre. Donc, je suis pas là, je me positionne pas. Puis au contraire, je suis pas du tout un spécialiste de la randonnée. Là. J'apprends, j'aime ça. Je connais des choses un peu, je connais des affaires, mais je suis pas pantoute... c'est pas un show technique non plus. Non, c'est pas un show technique, puis je suis pas un grand gourou puis qui fait... Moi, j'arrive avec mes affaires, puis avec mon expérience d'ultramarathonien, donc j'ai quand même eu une certaine habitude de faire de la très, très longue distance avec très peu. Ouais. Donc, pour moi... Tu sais, quand je parle des bas orteils, là, et les Injinji, je les connais, puis je les ai portés, puis je sais pourquoi je mets ça, tu sais. Fait que je mets pas... fait que ces affaires-là, je vais en parler avec passion, puis tout ça. Puis le reste, je le découvre avec les amis. Je sais aussi que avec mes invités, je le sais aussi. Tu sais, on l'a vu on va le voir dans Rencontre au sommet 2. J'ai une de mes amies, une invitée qui avait pas un bon sac à dos la première journée. C'est terrible. Tu sais, les gens pensent des fois que on peut faire un sac à dos pour une journée, on peut mettre n'importe quoi. Il est beau, mais non, c'est pas... Fait que tu sais, moi aussi j'apprends ça, puis j'apprends ces petites affaires-là au monde, tu sais, de faire mais ça, fais attention, je mets pas ça pour rien, apporte pas ça, ou ça, faut vraiment que tu amènes ça au cas où. Oui, parce que dans ta brochette d'invités, il y en a, je dirais pas tous tes invités, là, au contraire, mais il y en a quand même quelques-uns qui avaient jamais fait de montagne, ou en tout cas pas fait ça, ce randonnée. Il y a des gens, les gens qui viennent sont en forme, ils aiment le sport, ils aiment ça, ils veulent découvrir, ils veulent apprendre, mais ils ont pas nécésairement fait de la randonnée, puis ils ont pas fait 5 jours de randonnée dans 5... En ligne, c'est ça. Tu sais, c'est une autre chose, puis souvent, ils ont un peu une appréhension de « je vais-tu être capable? » Puis moi, je leur dis, oui, on y va, tu sais, n'ayez pas peur, là, on est ensemble, puis je vais vous, puis tu sais, quand à Charlevoix, il a fait chaud, on n'a pas eu trop de problèmes, on a des problèmes de mouches, mais on n'a pas trop de problèmes de froid. Ouais. En Gaspésie, on a eu, même moi, un matin, je pensais qu'il ferait plus chaud, j'étais allé me changer avant de partir, puis j'ai pas fait un bon... Vous avez tourné ça à la fin de l'été? C'était au mois de septembre, mi-septembre, puis on a eu des moments froids, puis cette journée-là, entre autres, je suis sorti le matin habillé, il y avait un peu de soleil, ça semblait être une journée qui allait se dégager, c'était quand même assez couvert quand on était là. Et je m'étais comme habillé, puis je suis sorti, puis j'ai fait « Hey non, je vais en enlever un peu », je suis retourné, je me suis changé, puis j'ai vraiment pas fait c'était pas un bon move, parce que j'ai eu froid, j'avais du stock dans mon sac, là, j'avais une doudoune, j'étais correct, mais
Mais pour les jambes puis tout ça, ça a fait OK. Tu sais, même moi, j'ai... On peut être surpris, là, surtout que là, on est quand même... il y a une certaine altitude là dans les chic-chocs. Ça fait que quand le froid s'installe, puis là, j'avais amené j'avais mon petit réchaud, mon petit jet boil, puis j'ai fait du thé. Les filles étaient bien contentes au dîner, là, parce que d'habitude, on n'a rien de chaud, on a des sandwichs tout ça. J'avais mon petit jet boil. Un thé et des biscuits. Un petit thé du Labrador. Il était bien content. Parce qu'en plus, il faut dire aux gens qui nous écoutent, quand on est en tournage, le rythme n'est pas le même non plus qu'un rythme normal. Là, souvent, on est arrêté. C'est ça qui est tough. C'est dur à gérer. On me demande, est-ce qu'il va y avoir une saison d'hiver? T'sais, on aimerait ça. Je sais pas ça va aller vers quoi, là. Mais ce que j'explique, c'est avec l'hiver puis le froid, c'est ça. C'est que des randonnées qu'on met 3, 4, 5 heures à faire, nous autres, on met le double, presque le triple. Là, on a des journées, on a fait une montée de 4 heures, on a fait pas une montée, mais une randonnée de 4 heures. On a fait quasiment 12 heures. Là, ça fait qu'on arrête, on recommence, on fait des entrevues, il y a il y a beaucoup de choses à tourner. Il faut calculer à peu près 3 fois le temps. C'est ça. Puis l'équipe arrête, puis ils font des plans justement avec le drone, puis tout ça. Ça fait que, donc, en hiver, premièrement, l'équipe technique, l'équipement technique, c'est une chose. La gestion des piles. L'équipe, les gars avec qui nous autres, on a nos mitaines, on monte, mais les gars, ils ont les Kodak, ils ont le son. Puis il y a ça aussi, c'est on monte, on a chaud, on arrête, on a froid, on repart. Il y a une gestion qui est... Mais bon, c'est pas faisable, mais il faut gérer ça. Absolument. On peut inviter les gens à aller voir la première saison qui est disponible en ligne. Oui. Là. La saison 2 qui va commencer le 6 avril prochain. Parle-moi un peu de tes invités, justement. Marie-Chantal Perron, Frédéric Pierre, Caroline Néron, puis Émile Bilodeau. Alors, c'est vraiment une gang... C'est hétéroclite, je dirais. C'est hétéroclite, c'est tous des gens. Moi, les horizons différents. Frédéric, Caroline puis Marie-Chantal, c'est vraiment des amis. Je les connaissais. J'ai travaillé avec les trois. Émile, je le connaissais par mes filles. J'aimais ce qu'il faisait. Je le connaissais pas comme personne. Et je veux dire, c'est une super belle rencontre. Quel gars intelligent, intéressant, drôle, trooper, qui fait de la musique formidable. Fait que on a vraiment eu ça a été un beau, tu sais, c'est tout le temps c'est des mix qu'on sait pas qu'est-ce que ça va donner en bout de ligne. C'est ça. Puis là, ça a vraiment levé, ça a pris ensemble, on a eu vraiment beaucoup de plaisir. La gang précédente, Sébastien, Guillaume, Sabrina, Émilie Bégin, Guillaume le Métivier, Sébastien Delorme, Sabrina Cournoyer, c'était là-dedans aussi, moi je connaissais Sébastien, c'est mon grand chum, Guillaume, je le connais, c'est un ami, Émilie, mais bon, là, j'étais pas que j'étais inquiet de l'autre gang, mais cette gang-là, pour moi, était comme... C'était plus naturel. C'est ça, il y aura pas de problème, là, tu sais, ça va... Puis c'était comme c'était ma première gang, moi, ça me sécurisait d'avoir mon chum Seb qui était là, puis bon, l'équipe que je connais aussi, puis tout ça. Là, la deuxième batch, tu fais OK, on va voir qu'est-ce que ça va donner, puis on a eu bien du plaisir. Je pense que les gens vont vraiment triper, puis les montagnes, je veux dire, c'est beau à Charlevoix, mais là, c'est d'autres choses, tu sais. Je me rappelle le mont Oxback, tu le connais, c'est de la roche, c'est de la grosse roche. Puis quand on est allé là, c'était complètement dans la brume, dans les nuages. Puis on avait vraiment l'impression d'être des Vikings qui marchaient sur des crânes. Ça fait le bruit de la roche. C'était surréel. C'était vraiment... C'est un mont qui me fait penser beaucoup à ce que tu vas retrouver, par exemple, dans les White Mountains aux États-Unis, où on est dans un milieu beaucoup plus alpin, moins d'arbres, pas d'arbres, c'est découvert complètement. Fait que si vous voulez vivre ça, là, c'est l'endroit où aller, les chic-chocs au Québec. Fait que donc une belle gang. J'imagine que vous avez eu le droit à une toune ou deux le soir avec Émile. Non, il y avait sa guitare. Oui, Émile avait sa guitare, puis on a eu droit. Oui, je pense qu'on va avoir ça dans le. J'ai pas vu aucun épisode encore là. Je vais aller faire de la post-synchro bientôt là, mais. On va avoir. On peut s'attendre à quoi? Des confidences, des c'est ça, pleurs avec la fatigue. Il y a pas de pleurs, pas de les gens sont le monde est prêt à y aller, puis on se lance. On va avoir des moments comme j'ai parlé un peu, on a eu froid. Il y a une journée où vraiment on s'est comme
elle a été rough celle-là parce qu'il faisait froid, puis on était un peu à découvert dans le vent, puis tout ça. Et on va voir que ça n'a pas toujours été facile, là, il y a des moments où c'était plus rough, mais en même temps, à chaque fois, c'était un sentiment d'accomplissement quand on arrivait à la fin. Puis je me souviens particulièrement une petite anecdote. Caroline, elle disait que de se retrouver tout seul dans le bois à marcher, elle voudrait rien savoir, alors que moi, je me rappelle quand j'ai fait la course dans les montagnes Cascades dans l'État de Washington, j'ai passé 82 heures pratiquement complètement tout seul dans le bois, perdu, avec juste un petit sac à dos. Mais moi, j'étais pas perdu, là, mais... Puis Caroline, elle faisait, moi, j'oublie ça jamais. Puis à un moment donné, on redescendait, je me rappelle pas quelle montagne on redescendait, mais quand on redescend, ben le groupe, il se disperse parce que naturellement, on filme pas la descente parce que ça serait trop compliqué. Puis là, on a comme... Donc, souvent, en descendant, j'ai un de mes amis caméramans qui coureur aussi, puis qui lui, il part en courant. Des fois, moi, je descends, je pars à courir aussi. Puis à un moment donné, Francis puis moi, on a descendu ensemble, le caméraman de Francis. Puis moi, on a descendu en marchant, mais en jasant, puis en marchant vite. Et le troupeau, c'est la gang, c'est un peu disloqué. Et arrive en bas, on est en bas, on jase, tout ça, puis on voit Caroline qui arrive, qui fait le grand sourire d'en face, puis elle fait « Hey, ça fait 1 heure que je marche tout seul, puis je suis super... » Ouais. Puis elle a comme, j'ai fait, tu vois, hier, t'as dit que jamais tu marcherais tout seul dans le bois. Puis elle a comme réalisé, elle a fait, ben oui, c'est vrai. Les gens se découvrent en rando, hein? Ouais. Il y a comme une certaine introspection. Toi, ça t'amène quoi, la rando? Est-ce que tu pourrais dire que, je sais pas, tu rentres dans un état particulier quand tu marches seul en feu que tu cours? Moi, c'est vraiment, il y a puis sans vouloir avoir l'air ésotérique, il y a une espèce de communion, parce que je suis pas du tout ésotérique, là, mais j'ai comme une espèce de communion avec ce qui nous entoure, avec la nature, avec la terre. Puis aussi je me retrouve avec moi-même, à l'intérieur de moi, et ce qui est assez fascinant, c'est que sans penser à rien de précis, je sais il y a tout un travail qui se fait de nettoyage de vieilles affaires, de vieilles patentes, d'angoisse, d'anxiété ou de crainte, de peur de la vie dans la vie en général, là, pas de peur d'un ours qui me bondisse en face, mais il y a une espèce de nettoyage sans que ça soit clair que je marche puis que je fais OK, là, faut que je règle l'affaire pour. Ouais, non, t'as pas un agenda, là. C'est ça, ça se nettoie, puis en course, ça se fait comme quasiment spontanément. Puis en même temps, il y a juste le fait il y a plein de choses à faire en randonnée qui concernent l'instant présent. Tu sais, faut que tu sois attentif à toi-même, à ce qui t'entoure, aux pieds où tu mets tes pieds. Tu sais, il y a des places en course que j'ai faites, mais même en randonnée, des fois, tu es sur des corniches, tu peux pas être pas là. Tu sais, il faut que tu sois comme... T'es ici et maintenant, puis tu vas du point A au point B, puis il faut que tu le traverses sans danger, tu sais, sans que ça soit des dangers... moi, j'ai jamais été dans des situations où il y avait un danger imminent, mais si tu fais pas attention, ça peut arriver. Fait que donc, ça te permet de faire ce nettoyage-là, mais aussi, j'imagine aussi de te projeter en avant, de voir un peu l'avenir ou tes projets. Est-ce que tu as déjà, par exemple, réfléchi ou trouvé des sujets pour tes livres ou ce genre de choses? Quand je cours en entraînement, au début, je disais que non, mais oui. Souvent, je règle bien des problèmes d'écriture en courant. Quand je m'en vais au Mont-Saint-Bruno, Mont-Saint-Hilaire, qui sont pas mal mes terrains de jeu où je m'entraîne, où c'est facile pour moi d'y avoir accès puis d'aller courir là. Je dirais que souvent je vais dénouer des nœuds dans mes intrigues ou des fois je frappe un mur, puis je sais que je m'en vais avec ça, mais en courant, je me mets à penser à ça, puis là, il y a un personnage qui apparaît, puis donc je prends vraiment des notes mentales de mon histoire, puis je la mets à l'épreuve aussi. Fait que ça, je peux faire ça. En course, honnêtement, non, parce que je réalise que j'oublie le temps, à un moment donné, ça vient, surtout des très, très longues distances, des 160 km. Je te dirais qu'à partir de 160 km, puis moi, j'ai fait la Bigfoot, c'était... 60 km. C'était 335 km que j'ai fait. Fait que
à un moment donné, c'est juste d'avancer. C'est juste de mettre un pas devant l'autre, puis d'avancer, puis pour te rendre au bout. Ça fait que ce qui est assez fascinant, c'est... Tu rentres quasiment dans un état second. Oui, le temps n'existe plus. Je me souviens d'un matin, j'ai fait une première nuit, puis l'aube du deuxième jour, j'ai fait un arrêt d'à peu près 2 heures, 3 heures. J'ai dormi un peu, puis après ça, je me suis préparé. Puis je suis reparti, il était 6 heures du matin, puis je suis reparti d'un sentier tout seul. Et à un moment donné, j'étais arrivé dans une autre station d'aide, parce qu'il y a des stations d'aide là, dans ces... Et je suis arrivé à l'autre station d'aide, puis j'ai fait « il est midi ». Puis j'ai comme pas en tout passé ce 6 heures-là de temps. C'était comme... Puis de ce midi-là, je me suis ramassé à 4 heures de l'après-midi sans m'en rendre compte. Fait qu'il vient comme t'es comme dans une autre zone. Patrice, là, t'es un jeune randonneur, en quelque sorte. Oui. Est-ce que tu as déjà réfléchi? Bon, tu me parles que là, tu as découvert, entre autres, les chic-chocs, mais est-ce que, je te demande ça vraiment comme à tout hasard, est-ce que tu as réfléchi à des randonnées que tu aurais le goût de faire ou de réaliser, des longues randonnées? Absolument. Le Pacific Crest Trail sur la côte ouest américaine. Quand je suis allé justement sur la côte ouest pour faire le Bigfoot en 2016, on est allé, toute la famille, on est allé au Mont Hood et passe là la Trail du Pacific Crest, ça passe là. Puis je voyais les panneaux, puis je faisais oh my God, j'aimerais ça faire ça. Appalachian Trail aussi, ça pourrait être quelque chose de... J'aimerais ça faire ces grandes randos-là. Naturellement, ma blonde dirait que je suis pas extrême du tout de choisir les affaires qui prennent 6 mois à faire. Mais ouais, ça me tenterait. Sinon, ben il y a la randonnée à Charlevoix, là, le tour qu'il y a à faire. Puis il y a aussi dans les Chic-Chocs en Gaspésie, là, il y aurait de quoi faire en solo. Là. J'aimerais bien ça l'essayer. Ah, c'est sûr, sans partir 6 mois, t'as un paquet de randos que tu peux faire, de longues randonnées. Oh, oui, c'est ça. Une semaine, 2 semaines. Mais tu sais, là, je parle dans idéalement, là, je fais... mais tu sais, à choisir entre les deux, c'est sûr que j'aimerais beaucoup essayer la côte ouest là, pour changer un peu de décor. Là. Quand les affaires vont être complètement parties de la maison. Ouais, elles vont être plus grands, puis quand ma blonde va vouloir avoir la paix, là, elle aura juste à m'envoyer... Ben écoute, c'est des super projets, Patrice. C'est comme ça que ça va se terminer notre rencontre. Merci c'est un plaisir d'avoir partagé ton parcours avec nous autres. Puis on a bien hâte de voir la saison 2 de Rencontres au sommet qui débute, je le répète, sur Évasion le 6 avril prochain. Merci encore. Merci Michaël Jean aussi d'être venu nous partager ta passion de brasseur et de brasseur d'affaires. Toujours intéressant d'avoir ce point de vue business. Merci aux commanditaires aussi qui rendent ce balado possible. Et surtout à toi de nous écouter. N'oublie pas de le partager avec tes amis randonneurs. À la prochaine et surtout, top rando! Sommet et Collet vous a été fièrement présenté grâce à la bière Charles Henry. Sa blonde, blanche et ambrée offre différents parfums et arômes qui sauront plaire à tous. Une légèreté avec du corps, facile à boire, surtout après votre rando. Et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Pour découvrir une nature surprenante et explorer les activités de plein air, consulte aventurequebec.ca.